La lune était en son plein, le ciel était découvert, et 9 heures du soir étaient sonnées lorsque nous revenions d'une maison proche de Paris, 4 de mes amis et moi. Les diverses pensées que nous donna la vue de cette boule de safran nous défraya sur le chemin. Les yeux noyés dans ce grand astre, tantôt l'un le prenait pour une lucarne du ciel par où l'on entrevoyait la gloire des bienheureux, tantôt un autre s'écriait que ce pourrait bien être le soleil lui-même, qui s'étant au soir dépouillé de ses rayons, regardait par un trou ce qu'on faisait au monde pendant qu'il n'était pas là. Et moi, dis-je, qui souhaite mêler mes enthousiasmes aux vôtres, je crois que la lune est un monde, comme celui-ci, auquel le nôtre sert de lune. La compagnie me régala d'un grand éclat de rire. Ainsi peut-être, leur dis-je, se moque-t-on maintenant, dans la lune, de quelque autre qui soutient que ce globe-ci est un monde. Mais j'eus beau leur alléguer que Pythagore, Épicure, Démocrite et de notre âge, Copernic et Kepler avaient été de cette opinion, je ne les obligeais qu'à s'égosiller de plus belle. Oula, t'as soif, toi? Attends. Albert? Albert? Ah, vous l'avez pas vu, Albert? Non? Hein? Quoi? Attends. T'es en train de me dire qu'il est allé sur la Lune? Mais il a trop lu Cyrano, lui, non? Attends. On va vérifier. Oh. Albert! Albert! Mais qu'est-ce qu'il est allé faire là-haut? Bah oui, c'est sûr que tu vas dessécher complètement, toi. Et oui, toi t'as de l'eau chaude, c'est tout. Non mais qu'est-ce que je... Oui, ça va, c'est bon. Oui, je vais y aller, bien sûr. Sur la lune. Non, mais vraiment, oui, d'accord. Enfin, c'est juste que... Je veux dire, la lune. Comment on fait pour y aller? C'est vrai que dans l'autre monde, Cyrano de Bergerac, il raconte comment il fait le voyage. Je suis sûr qu'en vous racontant l'histoire, ça va nous donner une idée. Une idée de comment y aller. Bon, une idée c'est bien beau, après, il faut savoir calculer aussi la distance à laquelle elle se trouve de nous, la Lune. Ouais. Alors attends, je relis le début juste pour voir. D'accord. Alors, tout commence comme ça. Cyrano est avec ses amis, tranquillement installés dans quelques tavernes, et ils discutent ensemble d'astronomie. Ils s'imaginent le monde, les étoiles, et l'un d'entre eux demande « Mais comment tourne le monde ?» Mal, dit l'un. Mais d'abord, tourne-t-il? Oui, est-ce une boulade? Les amis. Ah non. Trop de fois j'ai entendu ce sujet, non mais vraiment. La Terre est ronde. Et pour cela, je vais vous le prouver une bonne fois pour toutes. Et avec seulement 3 arguments, vous verrez que vous pourrez à votre tour le redire à vos amis. Alors voilà Cyrano, parti dans une grande explication de comment prouver que la Terre est ronde. Eh bien, tout commence en regardant le ciel, évidemment. Parce que le ciel va nous informer sur la rotondité de la Terre. Ben oui, bien sûr, Gilbert. Parce qu'il y a un événement particulier qui va nous y aider. Cet événement, c'est une éclipse de lune. Qu'est-ce que c'est? Alors, une éclipse de lune, c'est très facile. C'est quand la lumière du soleil éclaire la Terre. C'est quand la lumière du soleil éclaire la Terre et que l'ombre de la Terre se projette, elle, sur la lune. Et nous, là, sur Terre, quand on regarde la lune, ça nous informe sur la forme, justement, de la lune. Alors, les hommes qui se sont posés cette question se sont mis à la regarder et ils se sont dit
Alors, l'ombre de la Terre qui se projette serait-elle un triangle? Non, bien sûr que non. Est-ce qu'elle serait pas plutôt comme ça, un carré? Non, toujours pas, bien sûr. Non, non, non. Les hommes qui se sont posé cette question ont bel et bien vu un disque. Ah oui, je vous entends d'ici, là, tous les deux. À ce moment-là, on pourrait toujours croire que la Terre serait un disque plat. Je sais, un disque plat, posé sur le dos de 4 éléphants gigantesques, eux-mêmes posés sur le dos d'une tortue fabuleusement immense. Et ensemble, ils voyageraient à travers l'espace intersidéral. Non, rien à voir. Ça, c'est une autre cosmogonie. Mais pour revenir à nos moutons, pour comprendre que la Terre est ronde, on va maintenant réfléchir sur Terre. Alors, on va se dire que nous sommes ensemble avec Cyrano, ici, sur Terre, en France, là, et nous sommes dans le château de Cyrano. Et alors, on va lui faire des petits fanions, comme ça, c'est plus joli. Et une porte d'entrée, sinon on peut pas rentrer. Et des fenêtres. Et justement, depuis les fenêtres, Cyrano, il observe ici le port, où il y a l'océan. Et de l'autre côté de l'océan, là, le Nouveau Monde. Et il regarde par la fenêtre de son château les bateaux qui partent justement pour les Amériques. Et il se passe un phénomène, vraiment un truc de fou. Vous allez voir. Le bateau part à l'horizon. Et Cyrano, il se rend compte d'un truc là. Vous avez vu? Quoi, Gilbert? Ah oui. Oui, c'est un peu nul de se le représenter comme ça sur un schéma à plat. En fait, ce qu'il faudrait, c'est essayer de le faire en volume pour se rendre compte vraiment de ce qui est en train de se passer. Et pour ça, j'aurais besoin d'un truc un peu rond pour... Ah bah oui, bien sûr. Alors, on s'imagine que nous sommes dans le château de Cyrano et on observe les bateaux partir à l'horizon. Voilà ce qui se passe. Alors? Mais oui, c'est ça, Gilberte! Le bateau, lui, il disparaît du bas vers le haut. Eh bien ça, c'est un argument en faveur d'une Terre ronde. Ah, t'es sceptique? Non mais, sur une Terre plate, je veux dire, le bateau, il partirait comme ça, à l'horizon, bien à plat, il rétrécirait, il deviendrait de plus en plus petit, de plus en plus petit, de plus en plus petit, de plus en plus petit. Je veux dire, il passerait pas comme ça, à rétrécir du bas vers le haut, à se cacher. Non. Aucun sens dans une Terre ronde. Dans une Terre plate, je veux dire. Il n'y a que la Terre ronde qui explique ce phénomène. Mais c'est pas fini parce qu'il faut un troisième argument pour asseoir définitivement notre idée. Alors, cette fois-ci, on va pas se contenter de rester tranquillement sage dans le château de Cyrano, non. Je vous propose de faire le voyage et de partir ensemble aux Amériques, embarqués dans le bateau. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tous les jours, à la même heure, on va relever la position des étoiles dans le ciel. Et ce jour-là, il est 22h, donc tous les jours à 22h, on va noter les positions des étoiles dans le ciel. Et au départ, on a cette constellation au-dessus de notre tête. C'est la constellation de... Exactement, Saturnin, la Grande Ourse, super. Et donc, elle est là au-dessus de notre tête et un peu basse à l'horizon. Là, ici, on a une autre constellation. Celle-ci, est-ce que tu l'as? C'est Cassiopée. Alors oui, je l'ai fait pas très bien, mais on va s'imaginer que c'est Cassiopée. Eh bien, le bateau commence à faire son voyage. Et voilà que quelques jours plus tard, on sort sur le pont du navire, on lève les yeux au ciel, et là... quoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que... Attends. Cassiopée, qui était basse à l'horizon, est maintenant au-dessus de ma tête, et la Grande Ourse, qui elle était au-dessus de ma tête au départ, est maintenant basse à l'horizon.
C'est bizarre, mais c'est pas fini. Parce que le voyage continuant et changeant d'hémisphère, nous nous retrouvons au sud du Brésil, et alors là, en sortant, sur le pont du navire à 22 heures, alors on ne reconnaît plus rien, aucune des constellations qu'on a l'habitude de voir dans le ciel. Rien, on voit des nouvelles constellations comme celle-ci, la Croix du Sud. Et ouais, en regardant les constellations du ciel, on peut comprendre que la Terre est ronde. Si la Terre est une boule, quand je me place ici, là, au-dessus, je regarde vers le ciel et j'ai une très belle visibilité dans cette direction, mais je ne vois pas le sol. Si je me place ici, je vois très bien le sol, mais je ne vois plus le plafond. Et voilà comment on peut prouver que la Terre est belle et bien ronde. Cyrano et ses amis terminent leur discussion et quittent la taverne. Ils se baladent maintenant pour rentrer chez eux et marchent tranquillement dans la nuit. Notre héros, lui, a encore la tête pleine d'astronomie. Et justement, il y a quelque chose qui l'intrigue là-haut dans le ciel. Parce que la Lune, qui elle n'avait pas bu, brillait fort dans le ciel. Et notre héros, lui, est comme hypnotisé par elle. Il n'arrive pas à en détacher les yeux et ses pensées commencent à s'agiter. Ses amis, eux, se demandent ce qui est en train d'arriver à leur compagnon. « Allô, Cyrano, il faut se réveiller !»« Les amis, je viens d'avoir une idée !» Oui. Écoutez, un éclair m'a traversé l'esprit. Je soutiens, en somme, que la Lune est un monde auquel le nôtre sert de lune. Les amis de Cyrano comprennent pas trop ce qu'il est en train de raconter, ils se marrent, se moquent de lui. Mais arrêtez de rire! Je vous le dis! Et vous savez quoi? Eh bien, pour vous le prouver là à tous, je vais m'y rendre! De ce pas! Et voilà, notre héros. Partons dans son château. Essayez de trouver un moyen de s'arracher à l'emprise de la Terre, s'envoler dans les airs, atteindre la Lune. Ouais, carrément Saturnin. Ah mais il est comme ça, Cyrano. Et là, il se met dans son château et il va se mettre à relire tous les traités d'astronomie qu'il a chez lui pour essayer de comprendre comment il peut faire pour quitter la Terre. Mais bon, c'est pas si simple, hein. Il va réfléchir. Et lui, c'est la partie pratique, Cyrano. Bon, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien beau hein, de vouloir aller là-haut, encore faut-il savoir où c'est là-haut. Et pour ça, on va faire appel aux mathématiques. Bah, bien sûr, Gilberte. Et c'est très simple. Pour calculer si. Ouais. D'accord. Alors écoute, est-ce que tu sais depuis combien de temps, Gilberte, on connaît la distance entre la Terre et la Lune? Non. Plus de 2000 ans. Ouais. Eh bien, oui, plus de 2000 ans. En moins 300 avant Jésus-Christ. Si. Et tout commence avec le calcul du rayon de la Terre, puis du rayon de la Lune, et grâce à ces deux informations, on arrivera à calculer la distance entre la Terre et la Lune. Ouais. Alors attends. Tout commence avec un type incroyable, Ératosthène. Lui, il est directeur de la grande bibliothèque d'Alexandrie, rien que ça. Et dans le cadre de son travail, il se déplace comme ça à travers toute l'Égypte antique et le bassin méditerranéen pour rencontrer de nouveaux auteurs, de nouvelles démarches scientifiques. Et le voilà, un jour, tranquillement, en déplacement, comme d'habitude, à Sienne. Sienne, c'est l'actuel Assouan, ici. Sienne. Nous sommes le 21 juin, jour du solstice d'été, il est midi, Ératosthène entre dans les rues de la ville. J'en peux plus, j'ai trop chaud. Pourquoi il fait chaud? J'ai soif.
Oh non mais vraiment, mais... Et il reste bloqué comme ça, le regard dans le puits de la ville. Il ne bouge plus. Pourquoi c'est commun? Parce que dans sa tête, il est en train de se passer un truc de fou. Il voit, au fond du puits, la lumière du soleil se refléter. Si, c'est incroyable, Gilberte, parce que Ératosthène, jamais il n'a vu ça nulle part ailleurs. C'est la première fois qu'il voit ça. Et ça va permettre de poser les briques du calcul du rayon de la Terre. Voilà comment il s'y prend. On va faire un petit schéma. Donc on s'imagine qu'à Sienne, il y a un trou dans le sol, un puits, hop, comme ceci. Et on va tracer notre rayon de soleil qui arrive, lui, zoup, comme ceci, bien droit au fond du puits. Si je prolonge ici mon rayon de soleil, j'arrive au centre de la Terre. On va l'appeler O. Et ça, c'est ce que je cherche. OS. Bon, à ce niveau-là, on n'a pas vraiment assez d'informations pour avancer, donc Ératosthène va rentrer chez lui. Il rentre à Alexandrie et attend un an. Le 21 juin de l'année suivante, jour du solstice d'été, à midi, il ressort dans les rues d'Alexandrie et là, ben non, le soleil ne se reflète pas dans le fond des puits de la ville, non. Par contre, ce qu'il voit, c'est que les bâtiments ont tous des belles ombres portées. Et ça va lui permettre de calculer le rayon de la Terre. Et il y a ce bâtiment qui l'intrigue, c'est la grande obélisque de la ville. Elle projette une très belle ombre au sol. Attendez, cette obélisque, elle est plantée dans le sol, on est d'accord, à 90 degrés, à angle droit. Donc, si je la prolonge, j'arrive aussi au centre de la Terre. Maintenant, ce qu'il me faudrait, c'est tracer mon rayon de soleil, là, ici, qui crée l'ombre de l'obélisque. Et bien, pour cela, il va falloir essayer de se figurer le soleil. Et dans l'Antiquité, on pense que le soleil est loin de nous, très loin. Tellement loin qu'il pourrait être à une distance infinie. Et ça veut dire que les rayons du soleil arrivent tous parallèlement sur la Terre. Ah oui, t'aimerais le voir un peu plus? Ok. Alors on va se figurer que ça, c'est notre soleil, à l'échelle. Et pour représenter la Terre, il faudrait que je trouve un truc rond. Non, pas ça, c'est trop gros. Très bonne idée. Une de tes petites billes d'argile. Voilà. Et là, on a la Terre à l'échelle de notre Soleil. Non, on n'est pas à la bonne distance du tout. Pour le mettre à la bonne distance, il faudrait que j'envoie cette bille là, loin, très loin, à plus de 80 mètres. Et on serait à la bonne distance. On peut aisément s'imaginer que, vu la taille du petit caillou et la taille du Soleil, les rayons de soleil arrivent tous parallèles sur Terre. On a l'impression qu'on reçoit un seul petit rayon de soleil. Alors, si les rayons de soleil sont parallèles, je peux maintenant tracer mon deuxième rayon. Comme ceci, et voilà. Et là, on a notre rayon de soleil à Alexandrie qui crée l'ombre de l'obélisque, ici. On va appeler l'obélisque B, et ici C. Alors, je rappelle, ici on est à angle droit. Mais qu'est-ce que je vois? Attends. Alors là, Ératosthène se rend compte qu'il reconnaît une figure qu'il connaît par cœur, c'est que deux droites parallèles, coupées par une troisième, forment des angles internes qui sont égaux. Ça veut dire que mon petit angle là, ici, c'est le même que celui qui est là. Et je suis sûr qu'avec ça, je vais arriver à la calculer, la distance OS. Faisons un petit zoom. Donc on a le sol d'Alexandrie ici, on a notre obélisque là, bon elle est un peu cassée mais c'est pas grave, ça c'est le bas d'obélisque, A, le haut, là on a notre rayon de soleil, ici c'est le point C, l'ombre, à angle droit. Et ça tombe bien parce qu'en fait en faisant un zoom on se rend vraiment bien compte que nous avons là
un beau triangle rectangle. Et ça tombe bien parce qu'Ératosthène, en plus d'être passionné de littérature, il est passionné de mathématiques, et il reconnaît là les propriétés des triangles rectangles. Alors il y a une formule que vous connaissez peut-être, Saturnin, Gilbert, c'est que la tangente de l'angle ABC, qui est l'angle que l'on cherche à calculer, elle est égale au côté opposé AC divisé par le côté adjacent AB. Eh bien, il suffit de résoudre ça. Rien de plus simple. AC, AC c'est la longueur de l'ombre. Alors, Ératosthène sort son mètre, il calcule. Bon, le mètre n'existait pas à l'époque, hein, mais c'est pas grave. Et pour la hauteur de l'obélisque, même pas besoin de sortir de mètre, parce qu'il y a une petite plaque en métal où est gravée la hauteur de l'obélisque. Il pose le calcul et trouve que l'angle, ici, vaut 7,2 degrés. Si mon petit angle là vaut ça, alors ici aussi. Et si je trouve la distance entre Alexandrie et Sienne, je vais pouvoir avancer dans mon calcul. Eh bien, ça tombe bien, parce que cette distance, dans l'Antiquité, elle est connue. Il y a un métier dans l'Antiquité qui consiste à mesurer les distances entre les grandes villes de l'Empire. Ce métier, c'est bématiste, ou arpenteur du désert. Et ces hommes passaient leur temps à calculer les distances entre les villes avec des chameaux. Oui, Saturnin, parce que le chameau, figure-toi, il a un pas hyper lent et régulier, ce qui fait que c'est parfait pour calculer les distances. Et cette distance-là, elle est connue. Elle est de 5000 stades. Ah oui, on parle en stades. Désolé. C'est l'unité de mesure de l'époque. Mais vous inquiétez pas, on retransformera en kilomètres le moment venu. Si vous voyez où je veux en venir, mes 7,2 degrés ici, ils donnent à la surface de mon disque 5000 stades. Mais moi, ce que je voudrais trouver, c'est la circonférence de la Terre. Parce qu'en trouvant cette circonférence, je finirai par trouver mon rayon. Eh bien, le tour d'un cercle, c'est 360 degrés. Eh bien, c'est parti pour un petit produit en croix. 360 fois 5000 divisé par 7,2. Non? Non, tu l'as pas, cette chose-là? Non, j'avoue, c'est difficile quand même de le calculer de tête. Non, non. Enfin, ceci dit, lui, à son époque, il n'avait pas de calculatrice pour le faire. Mais il finit par trouver que cela fait 250 000 stades. Ha! Mais ça tombe bien, parce qu'il y a une propriété, une petite équation qui dit que la circonférence d'un cercle, elle est égale à 2 pi r, où r est le rayon. Alors bon, nous on connaît la circonférence, on cherche le rayon, il faut qu'on transforme un peu cette équation, et on va dire que le rayon est égal à la circonférence divisée par 2 pi. Il pose le calcul, et trouve que notre rayon de la Terre est de 6250 kilomètres. Et bam! Avec des chameaux, en regardant au fond des puits, Ératosthène, en moins 300 avant Jésus-Christ, calcule le rayon d'Arc. Balèze. Et même hyper balèze parce que, aujourd'hui, avec tous nos instruments pour mesurer précisément cette distance, on estime qu'elle est en moyenne de 6371 km. La marge est hyper faible. Oh. J'adore ce mec. De quoi? Ah. Chacun sa passion. Alors, Cyrano, lui. Ok. Oula. Bon, alors, je vous explique. Cyrano, il est toujours perdu dans ses pensées, dans son château, en train de réfléchir à un moyen de s'arracher à l'emprise de la terre. Il est tard. Très tard. Même tellement tard qu'il est presque tôt. Notre héros s'endort presque sur sa table et n'a toujours pas trouvé d'idée. Jusqu'à ce que il lève les yeux par la petite lucarne de son bureau et voit, devant son château, ce grand champ d'herbes vertes. Et comme il est presque l'aurore, se dégage une sorte de petite
brume, une fumée. Mais oui! La rosée! Voilà notre héros, partant dans toutes les pièces de son château, trouver des fioles. Il sort dans le champ, les remplit de fioles de rosée. Oh là là, c'est incroyable, se dit-il, il les attache à son costume et fabrique le premier costume de fioles de rosée pour s'échapper dans les airs et atteindre la lune. Ben oui, parce que la rosée, je veux dire, le matin, elle s'élève, hein, avec les rayons du soleil. Eh bien, notre héros va profiter de la levée de la rosée pour s'envoler avec. Le voilà donc installé dans le champ, prêt à décoller. Il attend. Bon. Il est bien long à se lever le soleil. Et là, au loin, à l'horizon, les premiers rayons du soleil arrivent. Et les fioles de rosée, elles, commencent à s'agiter, à bouillonner, et bientôt à soulever notre héros, qui s'envole dans les airs et monte dans le ciel. Oui, se dit-il, j'ai trouvé. Il monte encore plus haut que son château, le voilà qui s'élève dans les airs, tranquillement, montant. Et le voilà qui arrive à la hauteur des nuages qu'il touche du bout des doigts et qu'il s'apprête à traverser. Notre héros a les yeux rivés sur eux et traverse, monte et se retrouve sur une mer à l'infini de nuages. Mais au loin, on entend déjà un ronflement terrible. C'est un avion qui passe à toute allure et qui manque de renverser notre héros. Il se stabilise. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase de René Magritte, le peintre belge. Il dit « Le soleil brille toujours derrière les nuages ». Il était belge. Et justement, notre héros, lui, il va en faire les frais. Parce que pendant qu'il montait dans le ciel, le soleil lui aussi se levait. Et il ne s'est pas rendu compte que les fioles de rosée, elles, sont en train de se vider. Bientôt, notre héros n'aura plus rien pour le porter. D'ailleurs, il a l'impression que, ça y est, il ne peut plus aller plus haut que cette mer de nuages. Et oui, Cyrano, les fioles sont quasiment vides. Et notre héros s'apprête à tomber. Et je peux vous dire que le trajet aller qui était très sympathique, le trajet retour, c'est pas du même acabit. Notre héros se rend compte de son erreur, tombe et chute et... Excusez-moi, gentes dames. Est-ce que... Merci. Est-ce que vous pourriez m'expliquer, madame, où nous sommes? Bien sûr. Et donc, où sommes-nous? Vous êtes au Canada? Au Canada? Mais comment j'ai fait ça? Notre héros, porté par les vents, a traversé l'océan. Et le voilà, atterri au Canada, loin de chez lui, loin de son château, de la France. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il ne désespère pas. Notre héros, maintenant, il a une idée fixe. Aller sur la Lune, il va y aller. Il demande à la jeune femme, une fermière du coin, de bien vouloir le recueillir. Et elle l'héberge. Pendant ce temps-là, Cyrano va se mettre à réfléchir encore pour trouver comment faire. Et
réfléchir et apprendre de son échec. Et nous, on a calculé le rayon de la Terre, et du coup, oui, on peut aller faire la suite, le rayon de la Lune. Vous allez voir, ça va être très simple, parce que on va faire appel à un autre savant, grec lui aussi, à l'époque, tous les savants étaient grecs. C'est Aristarque de Samos. Aristarque de Samos, il ne va pas se contenter des études de la Terre, mais il va consacrer son travail à la Lune. Il va l'observer dans le ciel longtemps pour essayer d'en comprendre ses mouvements. Et il se rend compte que la Lune se déplace dans le ciel d'est en ouest. Oui, comme tout le reste dans le ciel, tout se déplace d'est en ouest. Quoique. Parce qu'à bien y regarder, la Lune, elle ne fait pas tout à fait ça. Non? Il faut s'imaginer la Lune au premier plan, les étoiles au second. Et si vous observez la Lune suffisamment longtemps, vous vous rendrez compte que la Lune, elle ne se déplace pas aussi vite que les étoiles du fond. Comme si elle essayait de remonter vers l'est. Peut-être qu'elle a rendez-vous. Eh bien, ce mouvement, il est dû à la rotation de la Lune autour de la Terre. Mais, et à force de le regarder, ce mouvement, il se rend compte que la Lune se déplace de son diamètre apparent en 1 heure, toutes les heures, dans le ciel, vers l'est. Eh bien, grâce à ça, on va pouvoir facilement calculer la taille de la Lune. Vous allez voir comment. Alors, on va se réimaginer une petite éclipse de Lune. Donc, l'éclipse de Lune, c'est quand le Soleil éclaire la Terre et que ses rayons se projettent. Donc, voilà, comme ceci. Voilà, des beaux rayons de Soleil. Et là, ici, en bas, là, ça crée une sorte de cylindre d'ombre. Et notre Aristarque, il se dit, l'éclipse de Lune, c'est quand la Lune, elle traverse ce cylindre d'ombre. Et si j'arrive à calculer le temps que dure une éclipse, peut-être que je vais avancer. Et il se trouve que justement, il en calcule la durée. Et une éclipse de Lune, ça dure 3 heures. Ça veut dire que si la Lune se déplace dans le ciel de son diamètre apparent en 1 heure toutes les heures, qu'une éclipse de Lune dure 3 heures, je pourrais aisément rentrer 3 lunes dans l'ombre de la Terre. Et voilà, terminé! Même pas besoin de faire des calculs et de la trigonométrie. Je divise le diamètre de la Terre par 3, basta. Je trouve 4252 km. Plus rapide. Non, en fait, c'est pas du tout ça. Non, il s'est trompé, mais le pauvre Aristarque, il ne pouvait pas deviner. Il part du principe que l'ombre de la Terre, l'ombre projetée, là, c'est un cylindre. Mais c'est pas un cylindre. Le Soleil, lui, il n'est pas à une distance infinie de nous. L'ombre projetée de la Terre, c'est plutôt un cône. Et puis, vu la distance en jeu entre la Terre et la Lune, eh bien, il s'est trompé. Mais c'est pas grave, parce qu'il aura au moins réussi, en moins 200 avant Jésus-Christ, à prouver que la Lune, elle est plus petite que la Terre. Et déjà, à l'époque, on ne le savait pas. Et c'est peut-être tout ce qu'il y a à retenir de tout ça. C'est que la Lune, elle est environ 3 fois plus petite. Ça suffira. La vraie taille. Okay. Alors, en fait, la Lune, son diamètre apparent en moyenne, c'est plutôt 3476 km. Vous voyez, la marge est quand même assez importante. Hein. Et c'est pas grave. Parce que même dans l'échec, on peut apprendre. Et même en se trompant, on peut quand même faire des découvertes scientifiques, la preuve. Oui, et en se trompant, il y en a d'autres qui trouvent d'autres choses. Oui, d'accord, ok. Alors, Cyrano, lui, pendant ce temps-là, il est en train de... D'accord. Alors, Cyrano, il est tranquillement installé chez cette fermière, en train d'essayer de trouver un moyen de s'échapper à l'emprise de la Terre. Mais il ne trouve pas. Il ne trouve pas, il en a marre d'être comme ça dans une petite pièce fermée, et il décide de partir.
prendre l'air, marcher et essayer de voir différemment le monde. Le voilà marchant dans les rues, les sentiers, et il passe à côté de soldats qui sont en train de faire des manœuvres militaires avec des engins de siège. Et il la voit, belle, sublime. Une catapulte! Mais oui! Pourquoi j'y avais pas pensé plus tôt? J'tombe, paf! Direction la Lune! Ha! Ni une ni deux, notre héros attend la nuit tombée pour se faufiler discrètement dans le camp militaire et y subtiliser la catapulte qu'il installe dans le champ de la fermière. Il l'oriente en direction de la Lune. Ok. Comme ça. Il se met en place et il n'y a plus qu'à y aller. Allez. Et 3, 2, 1. Notre héros file à toute allure dans le ciel. Tel un éclair, il monte, dépasse aisément la hauteur d'une montagne. Ha ha ha, se dit-il, j'ai trouvé. Il arrive à toucher du bout des doigts les nuages. Et non, on sent qu'il est en train déjà de retomber. Non, non. Et de son seul œil ouvert, Cyrano regarde la lune et dit: Je t'aurai un jour, je t'aurai, foi de Cyrano, à taille. Il est increvable, notre héros. Rien ne l'arrête, même dans l'échec. Il ne perd pas sa visée, il veut y aller, il va y aller. Il rentre chez la fermière, essaie de continuer à trouver un autre moyen. Un autre moyen, mais lequel? On va le laisser réfléchir un peu. Je vous fais la suite après. Parce que nous, on est quasiment arrivés. On a calculé le rayon de la Terre. On a calculé le rayon de la Lune. Maintenant, on va pouvoir calculer la distance qui les sépare. Et pour cela, on va faire appel à un scientifique, toujours le même, Aristarque de Samos. Il nous propose un petit exercice de pensée. Il nous propose de nous imaginer un observateur, ici, sur Terre, qui observe la Lune. Il l'observe au loin, et... De quoi? Non, il ne va pas tomber, il est retenu par la gravité. Et il observe donc la Lune, et il se demande, mais à quelle distance est-elle? Et puis, Aristarque de dire, et si on traçait la droite qui va du regard de mon observateur jusqu'au centre de la Lune? Et là, on a un premier point, c'est le point T. T comme... Mais pas du tout Saturnin, pas comme Terre, comme Thomas, c'est son nom, Thomas. Évidemment. Et ici, ça sera le point L, comme la Lune pour le coup. Bon, là on a notre distance LT entre la Terre et la Lune, mais... Attendez, je sais. Si je pompe tout à Ératosthène, son histoire là de triangle, d'angle, tout ça, si je l'applique là-dessus, je suis sûr que moi aussi je peux arriver à calculer quelque chose. Regardez, je vais créer un triangle rectangle en partant en angle droit ici. Et là j'arrive au bord de la Lune, c'est donc le rayon de la Lune. Et je reviens directement à mon observateur. Et là je viens d'inscrire un triangle rectangle dans mon schéma et cela va être fort utile. Parce que, avec nos histoires d'angles, on a un angle ici, et la tangente de mon angle RTL, aucun rapport avec la radio, est égale au côté opposé, donc RL, divisé par le côté adjacent LT. Nous, ce qu'on connaît, c'est RL, parce qu'on a fait toutes ces démonstrations pour le trouver. Ce qu'on cherche, c'est LT. Il ne manque plus qu'à calculer là cet angle. Et bien ça tombe bien, parce que cet angle, en astronomie, c'est quelque chose de particulier. C'est ce qu'on appelle une taille angulaire. Quand on observe le ciel,
c'est comme si on regardait une coupole, une voûte céleste. Et cette voûte, elle fait la moitié d'un cercle, donc 180 degrés. Et tous les objets que je regarde, ils occupent tous dans le ciel une taille sous forme d'angle. Alors pour la Lune, le Soleil, c'est très évident, ce sont de gros astres. Mais c'est pareil pour les planètes, pour les étoiles, pour tous les objets de l'univers. Ils occupent tous dans le ciel, depuis la Terre, une taille apparente, une taille sous forme d'angle. Et Aristarque, lui, va la calculer. Pour cela, il faut essayer de réobserver la Lune et comprendre son mouvement. Et pour cela, on va voir que la Lune, comme on l'a dit tout à l'heure, elle se déplace vers l'Est. Et c'est marrant parce qu'elle met 27 jours à revenir en place devant les mêmes étoiles dans le ciel. Donc, elle met 27 jours à faire le tour de ma voûte céleste, mes 360 degrés. Alors, si je divise mes 360 degrés de ma voûte céleste par le nombre de jours qu'elle a mis à faire le tour, donc 27, eh bien, je trouve que la Lune parcourt en un jour 13 degrés. Eh bien, c'est pas mal, parce que je sais que la Lune se déplace en 1 heure de son diamètre apparent toutes les heures, donc je pourrais mettre 24 lunes dans une journée de 24 heures. Donc je n'ai plus qu'à prendre mes 13 degrés, à les diviser par les 24 heures, et boum, je trouve que la taille angulaire de la Lune, c'est un œil fermé, bras tendu, le pouce levé, la moitié de mon pouce, un demi-degré. Alors, j'aime pas trop ce truc du pouce, tous les astronomes amateurs vous diront ça, mais moi je préfère m'imaginer autre chose parce qu'il se trouve que mon petit doigt, il fait pile la moitié de mon pouce. Alors je préfère rêver et m'imaginer Aristarque de Samos dans les rues d'Athènes, comme ça, les soirs de pleine lune, le bras tendu, un œil fermé, le petit doigt levé, en train d'essayer de cacher la Lune. Tout le monde me prenait pour un fou. Un fou peut-être, mais il était en train de calculer la distance entre la Terre et la Lune. Et cette distance, elle est de 360 000 kilomètres. C'est astronomique. Bah ouais. Carrément, Aristarque. C'est astronomique. Et là, en calculant cette distance, il fait le premier pas de l'homme dans l'univers. En moins de 100 avant Jésus-Christ, on commence à se rendre compte que l'univers est grand, très grand, et que pour aller sur la Lune, une fiole de rosée, des catapultes, clairement, ce ne sera pas assez. Et lui, Cyrano, qu'est-ce qu'il va nous inventer? Alors, ok, oula, ouais, ah, carrément, ok, vous allez adorer. Bien, ok, je suis prêt. Cyrano, lèche la bergère, la fermière, là-bas. Comme d'habitude, il s'ennuie, il trouve pas d'idées. Il faut partir pour trouver des idées, sortir de chez soi, ouvrir les yeux, regarder le monde. Et le voilà, en balade dans un petit village où justement quelques Canadiens sont en train d'organiser une fête. Les voilà en train de monter un échafaudage dans lequel ils installent des feux d'artifice. Mais oui! Des feux d'artifice! Un bon gros boum, bam, bing, slaf! Direction la Lune! Ah, mais pourquoi j'avais pas pensé plus tôt? Notre héros, encore une fois, attend la nuit tombée et décide de se faufiler tranquillement dans cet échafaudage là, ici, et... Mais qu'est-ce que c'est que tout ça là? Ils ont mis 3 pauvres fusées! Non, mais attendez, on va y rajouter quelques explosifs de ma fabrication parce que quand même, là, 1 fois ça va, 2 fois ok, mais 3 fois,
j'ai envie d'y arriver. Moi, je mets le paquet. Cyrano, donc, installe toutes les fusées qu'il trouve. Quelques explosifs de sa fabrication, et le voilà, enfin prêt à décoller. Il s'installe tout en haut de l'échafaudage, dans une sorte de petit vaisseau en bois, et il n'a plus qu'à attendre que quelqu'un, au loin, vienne mettre le feu aux poudres. Et justement, voilà un Canadien qui s'approche, torche à la main, prêt 30 seconds à and tout counting. lancer. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Et voilà, Cyrano, se projetant dans les airs, montant, plus haut qu'un éclair. Ça y est, oui, il se dit, j'ai trouvé. Et en bas, les Canadiens, tous attroupés, voient les feux d'artifice, et au milieu, un homme passé à travers. Ils se disent, mais est-il fou? Qu'est-il en train de faire? Non, je suis pas fou. Cyrano monte encore dans les airs. Notre héros file plus haut, toujours plus haut. Le voilà qui s'apprête à dépasser toutes les couches de l'atmosphère. Il commence par la première couche de l'atmosphère, c'est la troposphère, celle où il y a déjà tout ce qu'on connaît. Les nuages, les avions, les montagnes. Et notre héros, lui, de voir ce monde si petit sous ses pieds, les regarde et se dit, ah, j'ai trouvé. Il s'élève encore, monte et traverse cette fois-ci la deuxième couche de l'atmosphère, la stratosphère qui nous protège des rayons dangereux du soleil. Aïe, 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 aïe. Mais si seulement j'avais prévu une bonne crème solaire avant de partir, je serais pas en train de cramer, de griller. Oui, parce que notre héros a maintenant la peau qui est en train de se décoller. Il brûle, carbonise. Mais c'est pas grave, il fallait passer une pharmacie, désolé. Il n'a pas le temps de s'arrêter. Il continue, monte dans le ciel et traverse la stratosphère. Plus vite qu'un éclair, notre héros. Monte, encore et encore. Le voilà qui s'apprête à dépasser encore une nouvelle couche de l'atmosphère, là, juste ici. Il est là et monte dans... Alors c'est une de mes couches préférées, c'est la mésosphère. Parce que on peut y voir un des phénomènes que j'aime le plus, c'est les étoiles filantes qui sont là et justement notre héros passe à côté de l'une d'entre elles. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est en train de cramer, ça brûle. Mais oui, Cyrano, ne t'inquiète pas, c'est normal. Parce que qu'est-ce que c'est une étoile filante? C'est un petit bout de caillou, un grain de poussière qui tombe sur la Terre et qui brûle et qui se carbonise dû avec les frottements, avec la haute atmosphère. Le voilà donc passant à côté, notre héros les regarde et continue de s'élever. Il n'a pas le temps d'attendre ni de prendre une photo, il continue son voyage et s'élève dans le ciel encore et encore. Et il arrive ici dans l'une des dernières couches de l'atmosphère, c'est la thermosphère qui est ici, là, et justement, on y voit un phénomène que tout le monde aime beaucoup, c'est... Oui, les aurores polaires. Et notre héros, lui, passe à côté de l'une d'entre elles et s'arrête et la regarde et continue son voyage, car il arrive ici, à la ligne de Kármán. Cette ligne est à 100 km du sol, c'est une ligne imaginaire. Et à partir de là, on peut le dire, oui, notre héros arrive dans l'espace. Mais attendez, qu'est-ce que c'est ça? Vous voyez pas un truc qui brille là-haut? Attendez, j'ai jeté un œil plus près. Mais oui, regardez, qu'est-ce que c'est? C'est l'ISS, perché à 400 km de hauteur. Un salut Thomas Pesquet. Oh bah désolé, hein, j'ai pas le temps de m'arrêter, j'ai une lune à visiter. Voilà notre héros, continuant de s'élever, montant toujours plus haut et passant dans l'exosphère, la dernière couche de l'atmosphère, à plus de 500 km de nous. Le voilà, quittant la Terre et s'envolant vers la Lune.
mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à bord de notre voyage Cyrano Spatial Lane à destination de la Lune. Merci de bien vouloir garder vos ceintures attachées, vos boyaux rentrés et les couches supérieures de votre épiderme collées, vos yeux exorbités en orbite rentrés, car nous traversons actuellement une zone de haute radiation. Notre voyage durera 3 jours. Nous arriverons de nuit, il fera moins 300 degrés. Merci de prévoir bonnet, écharpe, manteau et moon boots, évidemment. Merci, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, d'avoir choisi Cyrano Spatial Lane pour votre voyage à destination de la Lune. Notre héros a encore le temps de se retourner un dernier instant vers la Terre, la regarder, devenir toute petite, rétrécir et voir la Lune là-bas, son objectif, s'agrandir au loin. Cyrano, son voyage est long, très long, pour arriver jusque sur la Lune. Il voit le cosmos, les étoiles, briller, ce ciel sans atmosphère, sans nuages. Et bien nous, maintenant, ça va être le moment de peut-être faire le point sur le trajet qu'on vient d'accomplir. Parce qu'on vient de quitter la Terre et passer à travers les couches de l'atmosphère. D'ailleurs, j'ai oublié celle-ci, là, la mésosphère. Pourtant, c'est ma préférée, mais je sais pas pourquoi je l'ai oublié. Ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir se le représenter à l'échelle, tout ça, pour pouvoir un peu plus ressentir ce qu'on vient de traverser. Eh bien justement, j'ai ce qu'il faut, une petite terre là sous la main. Alors, ça c'est la Terre. Ici, l'Antarctique. L'Antarctique, donc là ici on a l'Australie. Et là, Madagascar. Et puis, bon ça c'est pas notre hémisphère, on va passer sur le nord. Et ben alors. Ici, les États-Unis, le Canada, d'où Cyrano est parti. Et là, l'Europe, la France, et juste là, Montpellier. À votre avis, Saturnin, Gilberte, les couches de l'atmosphère là qu'on vient de traverser, les 100 km pour atteindre l'espace, ça va jusqu'où? C'est grand comment? Comme ça, comme ça, comme ça? Oui, c'est un peu difficile de se rendre compte. Alors, ce qu'on peut faire, c'est essayer de se le modéliser d'une manière ou d'une autre. Et j'ai justement un super truc pour y arriver facilement. Vous allez voir, vous allez éparter vos amis dans les bars et tout ça. Alors, il faut juste quelques pièces de monnaie. Alors, on commence avec la première couche de l'atmosphère, la troposphère, jusqu'à 15 km de hauteur. C'est la couche qu'on connaît le mieux, les nuages, les montagnes, Cyrano. Ensuite, on a la stratosphère, exactement Saturnin, je vois que tu as suivi. Une pièce de 50 centimes. Allez, elle est plus épaisse celle-ci, c'est marrant, hein, ça permet de bien faire l'isolation entre les rayons dangereux du soleil et nous. Ensuite, on a 2 pièces de 5 centimes pour faire la mésosphère, celle que je préfère. Et enfin, une pièce de 2 centimes pour faire
la ligne de Karman. Et là, on vient de se représenter à l'échelle la taille de notre atmosphère. Mais en fait, c'est une fine pellicule qui entoure la Terre. Il n'y a presque rien. Et là-dedans, il y a tout. Quand j'y pense, je me dis... en fait, c'est pas plus épais que mon doigt. Et là, il y a tout ce que je connais. Mes amis, ma famille, ce que j'aime. De la plus haute des montagnes à la plus petite des rivières, les lacs, les océans, les nuages, les avions, les grandes lignes aux avions supersoniques, les étoiles filantes, les aurores polaires. Et tout ça, réduit à la taille de mon doigt, pas plus grand. Le monde sous ma main. Je sais pas, ça me met toujours un truc bizarre quand je me dis ça. Je me dis, je suis si petit, moi, petit grain de poussière, perdu sur un petit bout de caillou, dans un univers immense. Je suis rien. Mais je suis pas rien. Parce que, moi, en rêvant, je peux voyager plus loin. En pensant, je peux calculer. Je peux voir l'infiniment petit et l'infiniment grand en réfléchissant. Et ça, je me dis, c'est fou, c'est fabuleux, c'est incroyable. Et quand je me sens petit comme ça, je me sens grand. C'est comme si tout ce qui était grand devenait comme moi et que moi je devenais grand comme eux. Que le monde entier, l'univers, même si il est si petit qu'avec 72 centimes je monte dans l'atmosphère, dans l'espace, eh bien, moi, je suis un géant, je suis grand. Ouais. Et notre héros, lui, il continue son voyage. Il monte. Et se dirige irrémédiablement vers la Lune. Jusqu'à ce que il se rende compte à un moment donné d'une chose particulière. C'est comme s'il était suspendu dans l'air. Enfin, il n'y a plus d'air, c'est l'espace. Et il sent qu'il est attiré autrement. Mais oui, il tombe droit vers la Lune. Le voilà qui chute. Il tombe. Il finit par arriver ici, par se poser sur la Lune. C'est comme ça que Cyrano s'envole dans l'espace au XVIIe siècle. Il invente la fusée qui nous servira aujourd'hui, nous, à nous envoler. Avec une bonne explosion, bons explosifs bien répartis, bien calculés. Le voilà enfin arrivé. Et il peut profiter maintenant du paysage. Et prouver à ses amis qu'ils ont eu tort. Quoi? C'est vrai que tu es en train de dessécher complètement là, Saturnin. Oui, d'accord. C'est à moi d'y aller maintenant. Je sais. Non, mais je vais y aller, je vous promets, je vais y aller. Non, mais en fait, c'est facile hein, quand même
de rêver, de penser, de s'amuser, de vous faire les démonstrations, les calculs, de vous raconter l'histoire de Cyrano, mais quand il s'agit de dire monter à bord et partir, je suis pas sûr d'y arriver, les amis. Là. Je crois que ce sera sans moi. Enfin, ce qu'il me faudrait, c'est quelqu'un pour m'accompagner. Pas être seul, vous voyez, parce que seul, je me sens... Alors que s'il y a quelqu'un avec moi, je me sentirais un peu régaillardi et je crois que je pourrais y arriver. Mais qui? Bah non, pas toi, Gilbert, enfin, c'est pas toi avec ton eau chaude et ta résistance. Non, ni toi, Saturnin. Avec tes racines. Comment on peut faire pour aller là-haut? Ce qu'il faudrait, c'est trouver une meilleure idée. Quelqu'un qui s'y connaît, un vétéran, vous voyez? Bonjour Cyrano. Oui, je suis Daniel. Oui, pourquoi excusez-moi, ça m'impressionne en fait. Voilà, je vous explique alors. Mon bananier qui est ici est en train de s'assoiffer. L'arrosoir il est parti sur la lune et il est en train de se dessécher. Il faut que j'aille le chercher, mais la bouilloire ici, elle a que de l'eau chaude à proposer et ça va complètement griller si je l'arrose avec ça. Alors il faut que j'aille là-haut le récupérer. Mais seul, bon, moi seul, non, je peux pas y aller. Alors je me suis dit, si je vous invoquais, ça pourrait permettre à quelqu'un de m'accompagner. Et bien c'est quelqu'un, ça pourrait peut-être être vous. Oh super! Merci Cyrano! Merci! Ah oui, super! Bon ben, accompagné de Cyrano, je pense que... Ok, je peux le faire le trajet. Alors on va se dire qu'on va démarrer d'ici, là. Et vous, Gilbert, Saturnin, vous serez Ground Control, notre centre de commandement. C'est d'ici que va partir notre fusée. Et pour cela, on va avoir besoin... ben oui, je sais, de communiquer. Et... allez, test. Ok. Oh là, test. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez, Ground Control? Est-ce que vous me recevez? Très bien, parfait, Ground Control. Ensuite, de quoi je vais avoir besoin pour mon voyage? Ah oui, t'as raison. Parce que moi, j'ai pas du tout envie de finir comme Cyrano, grillé, carbonisé au 4e degré. Je vais penser à prendre de quoi me protéger. Et puis bon, dans l'obscurité de l'espace, c'est peut-être bien d'avoir de quoi se repérer. Une lumière. Ah oui. Et de quoi mesurer. Parce qu'à mon échelle ici, la Lune, elle se trouve à 36,20 mètres dans cette direction. C'est par là que je vais aller et on va avoir besoin de calculer. Bien. Ça y est. On est prêt. J'ai plus qu'à m'attacher ici. Et ça fait là. Je vais aller le chercher, moi, Albert. Minus 10, 9, 8. We have a go for main engine start. We have main engine start. 4, 3, 2, 1, 0.
Shut down right on time. Roger, shut down. We copy 101.4 by 103.6. Apollo 11, this is Houston. You are confirmed to go for orbit. Alors là, on est en train d'écouter le son des missions Apollo. Le décollage, le voyage et l'alunissage. Et moi, je suis aux portes de mon monde, le bout de mon atmosphère, et je m'apprête à quitter la Terre, partir rejoindre la Lune. Je vais regarder ça. How's that quiet? Okay, everybody stop. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Ok, Ground Control. On approche de la Lune. On approche de la Lune. Ok, Ground Control. Mise en orbite, en cours. Mise en orbite. Ok, Ground Control. Ça y est, nous orbitons la Lune. On se prépare à l'alunissage. C'est magnifique ce qu'on voit ici. Ok, Ground Control, on se prépare à sauter. Now, step on the left. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Ok, Ground Control, alunissage réussi. Nous ouvrons le sas pour partir à la recherche d'affaires. Bip, 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 bip. Ok, Ground Control, aucune nouvelle d'affaires. Patience. Attendez, Cyrano vient de voir quelque chose qui brille au fond d'un cratère. On tire tout de suite. Albert, qu'est-ce que tu fais là? De quoi? Tu veux arroser Saturnin avec de l'eau lunaire? Non mais toi alors, il est décidé. Ok, Ground Control, ici Navestiano. Ça y est, nous avons récupéré Albert, nous revenons tout de suite. Alors, mais regardez, qu'est-ce que c'est? C'est un lever de terre. Regardez là, la terre qui monte dans le ciel. Et je vous l'avais dit, la Terre est un monde qui sert de lune à la lune. Vous avez raison. T'as raison, oui. C'est ça, c'est à nous. Attendez, tu serais bien, c'est bien en qualité ce moment. On pourrait faire une petite photo, ce serait sympa. Attendez, l'appareil photo. Oh, l'appareil photo. L'appareil photo. L'appareil photo, j'oublie l'appareil photo. Oui, désolé, je t'arrose un peu. Non mais, je sais pas pourquoi je dis tout le temps l'appareil photo. Non mais c'est incroyable. Reste là, toi. D'accord.
ok. Non, mais... Non, je reste pas, non, il faut tourner là. Il y a une photo à faire, on y fait, hein, on y va, hein, s'il vous plaît. Ok, on est reparti. C'est parti, allez. Direction la lune. Ok, On est direct sur la lune. Oh, punaise, je suis allé trop vite. Ah, je vais pas me prendre. Je perds le contrôle du véhicule. Ah, on est en train de quitter l'orbite de la lune. Oh non, je perds le contrôle. Au secours, venez nous sauver. Daniel, c'est Saturnin. Je sais pas si tu me reçois. Je peux rien faire, moi. Je bouge pas aussi vite que toi. Daniel, mais enfin tu peux pas me laisser comme ça. Réponds, ne laisse pas seul. Réponds. Arrête, Saturnin. Tu t'épuises pour rien. Ces batteries ont lâché, le câble a cédé, enfin, qu'est-ce que tu veux faire? Il doit dériver dans l'immensité du vide spatial en ce moment. Et c'est pas toi, avec tes racines, ni moi, avec mon eau chaude et ma résistance qui feront quoi que ce soit. Hein. On n'est pas fait pour aller là-haut, nous. Daniel, Satanier Radio, tu vas marcher, oui. Saturnin. On ne peut rien faire. C'est fini, je te dis. Comment ça, c'est fini? C'est pas fini, Gilbert. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je suis sûr qu'il est là-haut, moi. Il faut le sauver. Je crois que j'ai peut-être une idée. Ah, super, Albert, merci. Je suis tout oui. Il va falloir pirater l'ordinateur central et prendre son commandement pour augmenter la puissance électromagnétique des ondes et amplifier le signal. Cela nous permettra peut-être d'essayer de contacter Daniel et surtout, nous pourrons peut-être obtenir ses coordonnées. On va avoir besoin de toi, Gilbert. Tu es la seule à être connectée au réseau électrique. Il n'y a que toi qui puisse pirater l'ordinateur. Moi? Mais moi, je veux dire, j'ai jamais fait ça. Enfin, je sais pas si je suis prête, si je peux y arriver, si je suis capable. Mais bien sûr que tu peux y arriver, Gilbert. Pense à Cyrano. Rien n'est impossible pour lui. Hein? Oui, c'est vrai, tu as raison. Je vais essayer. Ok, mais je promets rien, hein. Allez, 1, 2, 3, et oh là là, je me suis trompé d'endroit, excusez-moi. Attendez, j'y retourne. Allez, Gilbert, tu peux le faire. 1, 2, 3, oui, ça y est, j'y suis. Je suis dans l'ordinateur. Je vais maintenant augmenter la puissance du signal. Daniel, c'est Saturnin. Est-ce que tu me reçois? Oh, il faut encore plus de puissance, Gilbert, enfin! Oh, mais je fais ce que je peux, Albert. Au secours! Oh! C'est lui! Il est vivant, mais ça a marché! Oh, bravo Albert, bravo Gilbert. Daniel, c'est Saturnin. On va te sauver. Reste vivant. Ne perdons pas de temps! Gilbert, calcule tout de suite l'endroit d'où provient le signal. Oui, d'accord, je fais ça tout de suite. Oh. Mais qu'est-ce qu'il y a enfin? Le signal, il vient du soleil. Ah, il n'y a pas une minute à perdre. Nous devons y aller avant qu'il ne soit complètement grillé. Mais comment tu veux faire, Albert? Moi, je suis pas du tout équipé pour aller dans l'espace. Bah, ce n'est pas à toi d'y aller, Saturnin, mais à notre hackeuse. Moi? Mais comment veux-tu que je fasse? Tu vas augmenter encore plus la puissance, Gilbert. Et ensuite, tu vas directement partir dans le réseau électrique national. Direction la NASA. De là, tu embarques dans la première fusée que tu vois. Tu décolles pour aller à la rescousse de Daniel. Est-ce que tu penses pouvoir y arriver? Oh là là! Non mais c'est beaucoup de responsabilité pour moi. Enfin, je suis qu'une bouilloire.
bien plus que ça, Gilberte. Bien plus. Je crois en toi, moi. Sauve-le. Sauve-le, je t'en prie. Oui. Tu as raison. C'est vrai. Il faut sauver Daniel. Il faut sauver notre ami. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance, agent Gilberte. Nous restons en contact. Bonne chance, Gilberte. Allez, c'est parti.